On se retrouve ensemble pour la section 1.9. On va parler ici de probabilité conditionnelle et d'événements indépendants. On va voir que des fois, quand on fait des stats, ou quand on fait des probabilités plutôt, ça se pourrait qu'on reçoive une information supplémentaire et que cette information-là change la probabilité que quelque chose se produise. Donc on va essayer d'illustrer ça avec un exemple justement, pour voir qu'est-ce que la probabilité conditionnelle pourrait nous amener. Et on va se rendre compte qu'effectivement, notre probabilité va changer si on a une information supplémentaire sur notre problème. Donc, on va regarder ensemble l'exemple 1.26. Dans cet exemple-ci, on vous a donné un tableau qui regroupe des années d'expérience et des années de scolarité pour 200 enseignants. Et dans ce problème-ci, on va s'intéresser à aller chercher une probabilité particulière. Dans ce cas-ci, ce qui pourrait nous intéresser, c'est d'aller chercher la probabilité de l'événement A, qui serait d'avoir un enseignant avec 19 ans ou plus de scolarité. Pour avoir cet événement-là, on pourrait aussi avoir l'événement B, un enseignant avec 15 ans ou plus d'expérience. Je n'écrirai pas ancienneté, on va utiliser expérience comme dans notre problème. Donc 15 ans ou plus d'expérience. À ce moment-ci, si je veux aller chercher la probabilité d'événement A, par exemple, ça va me prendre le nombre de cas favorables à A divisé par le nombre total de cas. Ici, le nombre de cas favorables à A, je vais aller voir combien d'enseignants ont 19 ans et plus de scolarité. Ici, on a 90 enseignants au total qui ont 19 ans ou plus de scolarité. Et je vais aller chercher combien d'enseignants au total on a. On a 200 dans ce cas-ci. Donc ça nous donne 45 sur 100, un gros 45%. Donc si on sélectionnait un enseignant au hasard parmi nos 200, on aurait 45% de chance de tomber sur un enseignant qui a 19 ans et plus de scolarité. Par contre, qu'est-ce qui arrive si on a sélectionné notre enseignant et que avant de regarder ses probabilités d'avoir 19 ans et plus, on ajoute que l'enseignant a 15 ans ou plus d'expérience. On ajoute le fait que l'événement B s'est produit, c'est quelque chose qui est vrai, on a vérifié. Donc, on a sélectionné un enseignant qui a 15 ans d'expérience ou plus. On veut voir c'est quoi la chance qu'un enseignant qui a 15 ans ou plus d'expérience ait aussi 19 ans ou plus de scolarité. Donc, la probabilité qu'on va calculer, comme celle qu'on avait ici tout à l'heure, plutôt que d'être sur 200, ça se retrouvera sur 75. Pourquoi? Parce qu'on vient de restreindre le nombre d'enseignants à 75. On veut tous ceux qui ont 15 ans et plus d'expérience. Maintenant, on va aller voir combien d'enseignants, dans ceux qui ont 15 ans et plus d'expérience, ont aussi 19 ans et plus de scolarité. On n'a plus 90 ici. On va aller chercher le 30 parce qu'on restreint à notre ligne 15 ans et plus. Et on va finalement chercher l'événement, on va chercher finalement le cas où on a 19 ans et plus et 15 ans et plus pour les deux possibilités ici, pour les deux événements dans ce cas-ci. Donc, on peut calculer cette probabilité-là en allant chercher le 30 sur le 75. On va noter ça de la façon suivante. Donc, notre probabilité de A ici, comme on connaît une information supplémentaire, on connaît l'information B, on va dire que on sait B, donc probabilité de A telle que B s'est reproduit, ou probabilité de A sachant B. Dans ce cas-ci, on va aller chercher le 30 qui est ici, qui se trouve à être le nombre de A et de B en même temps, qu'on divise par 75, donc le nombre de B au total. N de A et B, c'est le 30 qui nous intéresse, donc combien de personnes ont 19 ans et plus de scolarité et ont 15 ans et plus d'expérience. C'est notre 30. Et le N de B, c'est 75 ici parce qu'on sait que c'est un prof qui a 15 ans d'expérience et plus, donc on a besoin d'aller chercher tous les profs qui ont 15 ans et plus d'expérience. Donc on divise par 75 et ici, si vous faites le calcul, ça vous donnera 40% de chance. Donc la chance qu'on ait sélectionné un enseignant qui a 19 ans de scolarité ou plus, sachant qu'il a 15 ans d'expérience dans le domaine, se trouve à être 40% plutôt que le 45% initial.
Donc on voit que notre probabilité, elle a changé en ajoutant une information ici qui était intéressante pour le problème. Comme on a ajouté cette information-là, ça change notre probabilité. On se trouve à avoir moins de chances d'obtenir un prof qui a 19 ans de scolarité si on est allé chercher des profs qui avaient 15 ans d'expérience. Ce qu'on vient de voir dans notre exemple, c'est ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle. Et cette probabilité-là, on la définit comme étant la probabilité qu'un événement se produise, sachant qu'un autre événement s'est déjà produit. Donc, on va aller voir quelle est la probabilité que l'événement A se produise, par exemple, à condition que l'événement B se soit déjà produit. Donc, cette probabilité-là, si on a une probabilité de B qui est différente de 0, on va pouvoir la calculer de la façon suivante. On calcule la probabilité de A et de B en même temps, divisée par la probabilité de B. Donc, on est capable d'aller chercher la probabilité conditionnelle à partir de A et B en même temps et de B par la suite. On verra qu'on est capable de modifier un petit peu cette règle-là. On va voir dans la formule de Bayes, notamment dans la section 1.10, qu'il y a des choses qui sont intéressantes avec les probabilités conditionnelles. De cette façon-ci, par contre, on pourrait revérifier que la réponse qu'on a obtenue dans le dernier numéro fonctionne effectivement avec notre règle qui est ici. Parce que nous, on n'a pas utilisé des probabilités, on a utilisé des cardinales. On est allé chercher des cardinaux, plutôt, on est allé chercher des nombres de cas favorables. Donc, on va vérifier, est-ce que cette formule-là fonctionne avec ce qu'on avait. Donc, P de A sachant B, on sait par ce qu'on vient de définir que c'est la probabilité de A et B divisé par la probabilité de B. Probabilité de A et B, c'est le nombre de cas favorables de A et B divisé par le nombre de cas dans l'espace échantillonnal. Et la probabilité de B, c'est le nombre de cas favorables à B divisé par le nombre de cas dans l'espace échantillonnal. À ce moment-ci, on va obtenir le nombre de cas favorables pour A et B fois n de S divisé par le nombre de cas favorables de B fois n de S encore une fois. Et ici, on peut simplifier les n de S et on obtient effectivement n de A et B divisé par n de B. C'est effectivement ce qu'on avait obtenu dans notre dernier exemple. On avait calculé notre probabilité exactement de cette façon-ci. Donc, on est effectivement capable de calculer notre probabilité conditionnelle de cette façon-là. C'est des formules qui sont équivalentes. Avec cette définition-là, on est capable d'aller chercher des informations. Donc, notamment, on peut aller chercher la probabilité de l'intersection entre A et B. Si on a P, la probabilité de A sachant B qui est égale à la probabilité de l'intersection sur la probabilité de B, à ce moment-là, il me reste juste à envoyer la probabilité de B de l'autre côté. Et on va obtenir que la probabilité conditionnelle de A sachant B fois la probabilité de B est égale à la probabilité d'intersection. Même chose de l'autre côté, probabilité de B sachant A fois la probabilité de A va être égale à la probabilité de l'intersection. Donc ça pourrait nous aider si jamais l'intersection n'est pas si facile que ça à cerner, donc si jamais la probabilité est plus difficile à obtenir. On pourrait aussi aller chercher des probabilités de complémentaires sachant B, donc probabilité du complément de A ou de l'événement contraire à A plutôt, sachant B, ça, ce sera égal à 1 moins la probabilité de A sachant B. À quoi ça va nous servir, ça, ici? Ça va nous servir dans des cas où la probabilité de A sachant B pourrait être plus difficile à obtenir, mais le contraire pourrait être plus facile à obtenir selon le contexte, donc on va être capable de simplifier notre problème avec ça. Ceci étant dit, la probabilité conditionnelle va avoir surtout une autre utilité très importante pour nous. Ce sera la façon de vérifier si deux événements sont indépendants. Donc, on commence par définir c'est quoi les événements indépendants. On va voir avec notre définition qu'est-ce que ça nous amène dans la probabilité conditionnelle. Donc, on dit que deux événements sont indépendants si l'occurrence de l'un n'a aucun effet sur l'autre. Donc, supposons que vous avez un événement A et que vous savez que l'événement B se produit. Si ça n'influence absolument pas l'événement A se contrefout de l'événement B, ça veut dire que les deux événements sont indépendants. On va vérifier mathématiquement que deux événements sont indépendants de cette façon-ci. Ici, on va calculer la probabilité de l'intersection, probabilité de A et B en même temps. Ce sera égal à la probabilité de A fois la probabilité de B. Si votre probabilité d'intersection est exactement égale à ça ici, vous avez deux événements qui sont indépendants. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'influence de B sur A ou de A sur B. Maintenant, qu'est-ce que notre probabilité conditionnelle vient faire dans les événements indépendants? Calculer probabilité de A fois probabilité de B, ça peut être plus difficile selon le contexte où, en fait, peut-être qu'une des deux ne sera pas si facile que ça à obtenir. Par contre, si on va chercher la probabilité conditionnelle ici, on sait que les deux événements sont indépendants, donc probabilité de A fois probabilité de B, ça peut remplacer la probabilité de l'intersection. C'est ce qu'on va faire ici. Probabilité de A fois la probabilité de B. Tout ça divisé par la probabilité de B. Et là, qu'est-ce qui se passe ici?
ben, les probabilités de B vont s'annuler. Et ainsi, on obtient que la probabilité de A sachant B, c'est égal à la probabilité de A. Et là, je trouve que cette façon de l'écrire-là est beaucoup plus claire pour l'indépendance. Vous voyez que la probabilité de A sachant B, c'est quand même égal à la probabilité de A. Il n'y a rien qui a changé à notre probabilité de A, même si on ajoute B ici. Donc, on est capable d'aller chercher l'indépendance à partir de ces informations-là ici. De la même façon, on pourrait avoir la probabilité de B sachant A, qui sera égale à la probabilité de B. Et de cette façon-là, on sait que A et B sont des événements qui sont complètement indépendants l'un de l'autre. Regardons ensemble un exemple justement pour l'indépendance de deux événements avec les probabilités conditionnelles. Donc, dans l'exemple 1.28 ici, on parle de trois situations. On a 42% des Québécois qui sont de groupe sanguin A, on a 10% des Québécois qui ont les yeux bleus, et on a 47,8% des Québécois qui ont les yeux bleus ou qui sont de groupe sanguin A. Avec cette situation-là, ici, avec ces trois événements-là, ou avec ces trois probabilités-là, plutôt, on est capable de dresser les événements A à être du groupe sanguin A, ou B à avoir les yeux bleus. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que A et B sont des événements qui sont indépendants. Dans ce cas-ci, on doit vérifier est-ce que la probabilité de A et B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B. C'est ça qu'on va aller vérifier ici pour savoir si les deux événements sont indépendants. Pour ça, ça va nous prendre la probabilité de A, probabilité de B et la probabilité de l'intersection. Donc, probabilité de A, ça nous est donné. C'est égal à 0,42. On indique que c'est par hypothèse parce que c'est ce qu'on nous a donné dans la mise en situation. La probabilité de B, c'est égal à 0,1 par hypothèse encore une fois. Et la probabilité de A inter B, on ne l'a pas. Ici, on ne la connaît pas. Pourquoi on ne la connaît pas? Parce qu'on n'a pas dans nos informations. On a un OU qui voudrait dire la probabilité de A ou B, mais on n'a pas l'intersection. On doit partir de A ou B, qui est égal à 0,478 pour trouver la probabilité de l'intersection. Pour faire ça, on va faire appel aux formules qu'on connaît déjà. On sait que probabilité de A ou B est égale à probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Donc, la probabilité d'intersection, si je l'envoie de l'autre côté de l'équation, va être égale à probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de A ou B. On envoie l'union de l'autre côté de l'équation. À partir de cette formule-ci, je suis capable de calculer mon intersection, et ça va bien parce que j'ai A, j'ai B, et j'ai l'union dans ce cas-ci. Donc, on sait que probabilité de A inter B, ce sera égal à 0,42 plus 0,1 moins 0,478. Dans ce cas-ci, faites votre calcul, ça va vous donner 0,042. Donc, on a une probabilité de environ 4,2% pour l'intersection de nos deux événements A et B. Maintenant, on va aller vérifier qu'est-ce que P de A fois P de B nous donne. Dans ce cas-ci, P de A, 0,42, P de B, 0,1. Donc, dans ce cas-ci, on divise par 10, ça nous donne 0,042. Ainsi, comme la probabilité de l'intersection est égale à P de A fois P de B, on obtient exactement le même résultat ici. A et B sont indépendants. Donc voilà, on est capable d'aller vérifier que deux événements sont indépendants à partir des probabilités. Dans ce cas-ci, on avait un problème où les probabilités étaient assez claires dans la mise en situation. Et c'est ce qui nous a permis d'aller chercher nos informations pour le problème actuel. Maintenant, comme on l'a vu avec les dénombrements, on va essayer de représenter nos probabilités à l'aide d'un arbre. On va appeler ça un arbre de probabilité. J'en avais parlé un peu lorsqu'on a présenté les arbres de dénombrement. On peut faire le même principe en ajoutant des probabilités sur notre arbre. Cette fois-ci, on va le définir comme il faut, puis on va parler de quelques propriétés qui tournent autour de cet arbre-là. Donc, l'arbre de probabilité, qu'est-ce que c'est? C'est un autre diagramme en forme d'arbre, et dans ce diagramme-là, on va résumer nos probabilités. On pourrait avoir un arbre de la forme de celui qui est ici,
où on va avoir l'événement B sur la première branche, l'événement complémentaire à B, l'événement inverse à AB sur la deuxième branche. Et ensuite de ça, à chaque sommet qu'on vient de créer, on pourrait aller voir un autre événement, donc l'événement A et l'événement contraire à A. Même chose en dessous ici. Avec ce type d'arbre-là, on va pouvoir résumer nos probabilités et on va aussi pouvoir aller faire des calculs rapides de nos probabilités. Par rapport à cet arbre-là, on va avoir deux propriétés qui vont notamment nous aider à faire ces calculs-là. On va avoir la première ici qui nous indique que la probabilité conditionnelle d'un événement A sachant un événement B se trouve sur la branche de B vers A. Donc par exemple ici de B vers A, la probabilité qu'on indique sur cette branche-là, ce sera directement la probabilité de A sachant que B s'est produit juste avant ici. Ça va nous permettre d'aller chercher ces probabilités-là plus rapidement. Une deuxième probabilité qui est un petit peu plus intuitive, dans ce cas-ci, on va parler de la probabilité de l'intersection. Donc, quelle est la probabilité, par exemple, que l'événement A et B se produisent en même temps? À ce moment-ci, on va dire que la probabilité d'intersection entre deux événements A et B se trouve en multipliant les valeurs du chemin de l'arbre passant par A et B. Donc ici, si je voulais aller à B, puis à A ensuite, ben, les deux probabilités qui correspondent aux branches que je viens de passer, si je les multiplie ensemble, ça va me donner la probabilité de l'intersection entre A et B. Regardons un exemple justement de notre arbre de probabilité, exemple 1.29. Dans ce cas-ci, on a la mise en situation suivante. On va tirer deux cartes d'un jeu de cartes de 52 cartes et on veut déterminer la probabilité d'obtenir deux valets en faisant ce tirage-là. On a deux possibilités. On pourrait faire un tirage avec remise ou un tirage sans remise. Qu'est-ce que ça veut dire, tirage avec remise? On pige une carte, on regarde c'est quoi notre résultat, puis on remet la carte dans notre paquet. Sans remise, on pige une carte, on regarde la carte, on la met de côté, puis on continue avec le reste des cartes dans notre paquet. Donc ça fait deux situations différentes, ça fait deux situations de probabilité aussi différentes, donc on va regarder ces deux situations-là avec deux arbres de probabilité. Dans ce cas-ci, on va commencer avec notre première situation, notre cas 1. Ce cas-là, on va l'observer avec deux tirages, donc on va avoir deux niveaux de notre arbre. Notre premier tirage, on a deux cas possibles. Soit on obtient un valet, soit on obtient autre chose qu'un valet. On va l'identifier avec V' dans ce cas-ci, juste pour que ce soit très rapide. Obtenir un valet dans un paquet de cartes de 52 cartes, ça représente quelle probabilité? Dans un paquet de cartes de 52 cartes, on a 4 valets, donc on a 4 sur 52 possibilités d'obtenir un valet. Ne pas obtenir un valet, ben c'est l'opposé, hein? Les 48 cartes qui restent, ça représente les chances d'aller dans la branche V'. Une fois qu'on a pigé un valet, on pige une deuxième carte en ayant remis la première carte. Dans ce cas-ci, on a encore l'option d'obtenir un valet ou d'obtenir autre chose qu'un valet. Dans ce cas-ci, comme on a remis la première carte dans le paquet, est-ce que ça influence le tirage d'un deuxième valet ici? Non. Le fait qu'on a pigé un valet dans notre première situation, comme on a remis ce valet-là dans le paquet, ça ne change pas l'influence, ça n'influence pas la probabilité d'obtenir un valet ensuite. Il y a encore 4 valets dans notre paquet. On n'en a pas un de moins, donc on a encore une probabilité de 4 sur 52. Ici, on a deux événements qui sont indépendants. De l'autre côté, pour aller chercher un valet, une carte qui n'est pas un valet, encore une fois, on va avoir 48 possibilités sur 52 pour cette PJ. Si on avait plutôt pris une carte qui n'était pas un valet au départ, on a encore la possibilité d'avoir un valet ou de ne pas avoir un valet. Les probabilités sont toujours les mêmes parce qu'on n'a toujours pas d'événements qui sont dépendants l'un de l'autre. Donc, obtenir un valet, 4 chances sur 52 et ne pas obtenir de valet, 48 chances sur 52 également. Dans la deuxième situation, dans ce cas-ci, on remet toujours la carte de côté. Donc, on va continuer avec les cartes qui nous restent. Donc ici, on peut toujours obtenir un valet à notre premier tirage ou ne pas obtenir un valet au premier tirage. Les probabilités du premier tirage restent les mêmes parce qu'on a toujours 52 cartes et qu'il y a toujours 4 valets. Donc ça n'a pas changé. Par contre, comme je n'ai pas remis ma carte dans le paquet, ben nécessairement, mes probabilités devraient changer pour le reste de mon arbre. On va regarder ça. On a le choix d'obtenir un valet à notre deuxième carte ou d'obtenir autre chose. On a le choix d'obtenir un valet à notre deuxième carte ou autre chose encore une fois. Et là, à ce moment-ci,
Si j'ai déjà pigé un valet, il y en a un de moins dans mon paquet. Donc j'ai seulement 3 possibilités pour cette carte-ci pour avoir un deuxième valet. Là, j'avais 52 cartes au début, j'en ai enlevé une, donc je tombe à 51 cartes seulement. Ce qui veut dire que la chance d'obtenir un valet à mon deuxième tirage, sachant que j'avais déjà obtenu un valet à mon premier tirage, est de 3 sur 51. On a une probabilité conditionnelle ici qui apparaît dans notre graphique, dans notre diagramme en arbre dans ce cas-ci. Pour une carte qui n'est pas un valet ici, ben comme on a pigé un valet initialement, il nous reste encore 48 cartes qui ne sont pas des valets, mais il reste 51 cartes au total, donc 48 sur 51 ici. Donc la chance d'obtenir une carte qui n'est pas un valet à mon deuxième tirage, sachant qu'au premier tirage j'ai obtenu un valet, ça me donne 48 sur 51. Encore une probabilité conditionnelle dans ce cas-ci. On continue avec la deuxième possibilité. Si j'ai pigé une carte qui n'était pas un valet au départ, ben, il me reste encore 4 valets dans mon paquet, mais il me reste 51 cartes. Et finalement, obtenir une deuxième carte qui n'est pas un valet, il me reste 47 cartes qui ne sont pas des valets, et il me reste 51 cartes dans mon paquet. Donc j'ai complété les deux arbres de probabilité qui sont ici. Ceci étant dit, on pourrait regarder ça ici pour aller voir quelles sont les probabilités de notre situation d'obtenir 2 valets et aussi de la situation d'obtenir un seul valet dans ce cas-ci. Allons-y pour 2 valets. Avec le cas 1, 2 valets, ce serait d'avoir valet au début, valet ensuite. Donc le chemin valet-valet, c'est 4 sur 52 et 4 sur 52. Donc, je vais calculer cette probabilité-là de cette façon-ci. Dans ce cas-ci, on obtient 1 sur 169, qui est environ égal à 0,0059 dans ce cas-ci. Une petite probabilité, il n'y a pas beaucoup de chances qu'on obtienne 2 valets de suite en remettant les cartes dans le paquet. Dans le deuxième cas, on cherche encore à avoir valet-valet, mais cette fois-ci, notre deuxième probabilité a changé un petit peu. On est à 3 sur 51. Donc, notre calcul, ce sera 4 sur 52 pour le premier, multiplié par 3 sur 51 pour le deuxième. Et ça ici, ça va nous donner 1 sur 221. Donc, encore un petit peu plus petit que ce qu'on avait initialement avec notre cas numéro 1. Ça nous donne une chance de 0,0045. Maintenant, on pourrait s'intéresser à avoir un seul valet. Avoir un seul valet, ce sera une situation qui est plutôt particulière. On va devoir avoir une combinaison de valet et de non-valet. Donc, pour notre cas numéro 1, on va aller chercher le premier chemin qui est valet, non-valet. Donc, valet, non-valet. Dans ce cas-ci, on avait 4 sur 52 et 48 sur 52. Et on a l'autre option aussi d'avoir une carte qui n'est pas un valet, puis une carte qui est un valet. Donc, non-valet et valet. Dans ce cas-ci, on a 48 sur 52 fois 4 sur 52. Ici, dans le cas numéro 1, il n'y a pas beaucoup de changements étant donné que ce sont les mêmes valeurs. On va voir que dans notre prochain cas, ce sera peut-être un petit peu différent. Dans ce cas-ci, on va faire notre calcul. Donc, d'avoir un seul valet, ça revient à faire l'addition de ces deux probabilités-là. Donc, c'est V et non V, ou non V et V. Donc, on va calculer ça ici de la façon suivante. Donc, notre probabilité, ce sera égal à 4 sur 52 fois 48 sur 52, plus 48 sur 52 fois 4 sur 52. On effectue ce calcul ici, et on obtient 24 sur 169, qui est environ égal à 0,1420. Donc, plus de chances d'obtenir un seul valet que d'en obtenir deux, quand même, hein, pas mal plus. Et ça ici, ça découle de notre cas numéro 1. Voyons voir dans le cas numéro 2 maintenant les mêmes situations. On peut obtenir un valet et une carte qui n'est pas un valet. Selon notre arbre, un valet et une carte qui n'est pas un valet, ça nous donne 4 sur 52 multiplié par 48 sur 51. La deuxième situation, ne pas obtenir un valet et obtenir un valet. On va aller chercher notre première carte qui n'est pas un valet, 48 sur 52. Et notre deuxième carte qui est un valet, 4 sur 51. Donc les probabilités ont changé un petit peu ici. C'est pas exactement le même calcul, même si on pourrait réarranger les termes et obtenir exactement le même résultat. C'est pas exactement pareil dans le calcul qu'on le fait.
ce moment-là, notre probabilité, ça sera égal à 4 sur 52 fois 48 sur 51, plus 48 sur 52 fois 4 sur 51. Et dans ce cas-ci, on obtient 32 sur 221, qui est environ égal à 0,1448. Un petit peu plus de chance d'obtenir un seul valet si on fait un tirage sans remise, donc si on enlève la carte qu'on avait déjà sélectionnée à ce moment-ci. Donc on vient de voir que c'est possible à partir de notre arbre de probabilité, lorsqu'on le décortique, d'aller chercher des probabilités qui sont intéressantes. Donc aller chercher notamment l'intersection de deux événements, le cas d'une première façon ou d'une deuxième façon avec les deux arbres qu'on a construits. Ceci étant dit, ça fait le tour des arbres de probabilité, ça fait aussi le tour de nos événements indépendants et de la probabilité conditionnelle. On a vu pas mal tout ce qui touchait à ça. Donc on va se laisser ici, on se revoit dans une prochaine vidéo avec la section 1.10 où on va commencer à parler de la formule de Bayes.